30 millions de dollars américains, c'est la somme que doit absolument recouvrer la Direction générale des impôts DGI auprès des assujettis du Fonds national d'entretien routier FONER, ce dans le cadre d'un accord qui lie désormais les deux structures étatiques. La signature du dit accord a eu lieu le jeudi dernier et autorise la DGI à recouvrer toutes les redevances dues au FONER auprès de ses contribuables. Les détails dans le corps de ces magazines. Pendant ces temps, une troisième révision du prix du litre de carburant à la pompe vient d'être opérée en sourdine, provoquant ainsi une surenchère sur tous les marchés. En l'absence d'un tarif officiel de course de transport dans la ville-province de Kinshasa, c'est la spéculation du côté des conducteurs qui, pour la plupart, optent pour les demi-terrains. La population aux abois s'en remet aux autorités. Enfin, la Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables l'échéance du 30 avril 2018 pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits. Toutes les entreprises concernées sont invitées à régulariser leur situation avant cette date fatidique au risque de tomber sous les coups de la loi. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de ces numéros de fiscalité et développement dans une présentation de Didi Mavambu, Nombo Lopepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques au Congo, Kinshasa. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis sont en voie de signer un accord d'assistance mutuelle administrative à travers la DGDA et la douane des Émirats arabes unis. Objectif, lutter efficacement contre le trafic illicite de l'or de production artisanale. Une délégation congolaise composée du directeur général adjoint du Centre d'évaluation d'expertise et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre la fraude minière, ainsi que du directeur général adjoint de douanes et axes en charge de l'administration et finances, a séjourné à Abu Dhabi dans les Émirats dans le cadre d'échanges d'informations entre les deux pays. Explication Ruben Mayoni, Ntiakiyunga. Après avoir évoqué d'autres dossiers, les deux parties ont échangé sur la certification de la chaîne d'approvisionnement responsable des minerais en République démocratique du Congo, pour laquelle le directeur général adjoint du CEC et coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre la fraude minière, Maître Pascal Niembo, a remis les documents utilisés par la RDC. Ce processus constitue un acte conforme à la proposition formulée dernièrement par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui accompagne la République démocratique du Congo dans sa lutte contre l'exploitation illicite de l'or de production artisanale. Au cours de cette rencontre, les parties congolaises et des Émirats arabes unis ont examiné 10 points et désigné les points focaux de Kinshasa et d'Abu Dhabi pour faire le suivi des collaborations de ce dossier. Représentant le directeur général d'Eurogwiza Empêché, le directeur général adjoint de la DGDA Jean-Baptiste Nkongolo est revenu sur le fonctionnement de la douane congolaise dans ce secteur de l'exploitation de l'or des productions artisanales avant que Pierrette Mbombo, directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude, n'explique les bien fondés des échanges. Le grand défi, d'abord, c'est arriver à signer cet accord d'assistance administrative mutuelle qui va nous permettre, dans un premier temps, d'échanger des informations et de mettre en place une base de collaboration qui pourra nous permettre de lutter efficacement contre ces fléaux. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de problèmes qui sont dus notamment suite à la situation sécuritaire de notre pays, les groupes armés qui se mettent à exploiter de l'or et à l'exporter de façon frauduleuse. Alors avec tous les mécanismes qui ont été mis en place, je crois qu'avec la collaboration qui va s'en suivre par la signature de cet accord que nous voulons de tous nos voeux, nous aurons à résoudre d'une manière peut-être pas totale, mais efficace ces problèmes. Signalons que les deux parties se sont convenues sur des prochaines rencontres pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis.
Pour soutenir son programme d'action, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte énormément sur ses ressources internes, dont celles émanant de la Direction générale des douanes et accises. En effet, la DGDA contribue à elle seule à hauteur de 40% au budget de l'État. Parmi les acteurs clés dans la mobilisation des recettes douanières, il y a des receveurs principaux. C'est qui un receveur principal et quel est son rôle dans l'administration douanière? La réponse dans cet élément préparé par Michel Wangilokwa, rendu par Priska Sekana Kinzonzi. Le code de douane promulgué par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le 20 août 2010, donne d'énormes pouvoirs aux receveurs de chaque bureau de douane. D'abord, les receveurs ont le pouvoir de suivi de toutes les déclarations. L'article 136 stipule « Le droit et taxes sont liquidés par les receveurs du bureau de douane ». Les receveurs doivent communiquer immédiatement aux déclarants les montants de droits et taxes liquidés. L'article 137 plus explicite stipule que le droit et taxes liquidés par les receveurs sont payables au comptant avant l'enlèvement de marchandises. Ensuite, c'est les receveurs qui autorisent la sortie de marchandises. L'article 138 du Code de douane actuellement en vigueur stipule « La main levée est accordée par les receveurs du bureau de douane ». Pour le marchandise déclaré, dès que la douane en a terminé la vérification, les receveurs doivent s'assurer qu'aucune infraction n'ait été relevée, que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués, que le droit et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payées. C'est en ces titres que le receveur a la responsabilité pécuniaire de la marchandise. Enfin, les receveurs ont aussi le pouvoir de réprimer toute tentative de fraude en sa qualité d'OPJ. L'article 356, les agents revêtus au moins du grade de l'attaché de bureau de première classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation douanière. Les receveurs principaux ayant un grade plus élevé que l'attaché de bureau de première classe est obligé, au regard de la loi, de constater les infractions douanières. En conclusion, les receveurs principaux au regard du code douanier ont le pouvoir de liquider les déclarations, de signer de bons de sortie de marchandises et de réprimer le fraude douanière. Messieurs et madame les receveurs, vous n'avez aucune excuse possible pour mieux faire votre travail étant donné que la loi vous donne le pouvoir. Toute excuse signifie manquement grave. Manquement, c'est synonyme de sanction à votre charge. La loi est dure, mais c'est la loi. Au niveau toujours des régies financières, l'actualité reste également dominée par l'échéance fiscale de ce lundi 30 avril 2018. Ligne rouge à ne pas franchir pour les assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits, quelle que soit leur taille. À cet effet, la Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard ce lundi 30 avril 2018 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2017 et de s'acquitter du montant dû. Et de préciser que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté les activités au cours de l'année 2017, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être ainsi accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être accompagnée du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources et des emplois, de l'état annexe, de l'état supplémentaire statistique conformément à l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, du relevé récapitulatif de ventes effectuées au cours de l'année 2017 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Tous les contribuables sont invités à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits auprès de leur service gestionnaire ou à les télécharger sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. La DGI attire l'attention de tous les contribuables sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu
à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. Contribuables, vous êtes donc avertis. À Matadi, dans la province du Congo central, le directeur provincial des impôts a sensibilisé les opérateurs économiques de cette partie de la République sur la nécessité de s'acquitter de leurs obligations de façon honnête et dans les délais échus. Les détails dans ce reportage réalisé par nos confrères de Digital Congo. Le paiement des impôts pour les comptes du Trésor public est un devoir pour les opérateurs économiques. Au cours d'une matinée fiscale organisée par la Direction générale des impôts avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, il a été question de les sensibiliser par rapport à la grande échéance de paiement des impôts sur les bénéfices et profits. Nous demandons à tous les services, aux petites entreprises qui puissent payer les impôts, qui continuent à pouvoir être en contact avec notre administration et qui attend les contribuables au plus tard le 30 avril prochain pour que les droits de l'État soient payés au compte du Trésor public. Ici, il s'agit du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits pour lesquels les acomptes auront déjà été payés au cours des mois antérieurs, mais le solde qui est attendu devra être constaté au compte du Trésor public au plus tard le 30. Et le message, c'est de ne pas attendre le dernier jour. Nous avons besoin de pouvoir enregistrer les déclarations. Nous sommes suffisamment préparés, organisés par rapport au dispositif préparatoire. Les agents seront disponibles jusqu'à minuit au plus tard. Le directeur provincial de la DGI Congo central a félicité l'esprit réceptif des membres de la FEC. Nous sommes heureux de constater que les opérateurs économiques, membres de la FEC, sont très intéressés par notre service dans la mesure où ils ont eu à réagir positivement sur le message de ce jour, mais également ils ont promis de pouvoir nous aider à pouvoir sensibiliser les membres qui étaient présents, même les membres qui ne sont pas affiliés à la... Restons encore au niveau de l'administration fiscale congolaise pour vous faire part de la signature d'un protocole d'accord entre la Direction générale des impôts et le Fonds national d'entretien routier FONER. C'était le lundi 23 avril 2018 à l'hôtel des impôts. Par cette convention, la DGI s'engage à récupérer le fonds pour le compte du FONER auprès des contractants insolvables. Le total de ce montant est estimé à 30 millions de dollars américains. Plus d'explications dans ces reportages de nos confrères de la télévision nationale congolaise. Ce qui paraissait un rêve devient aujourd'hui une réalité. Après plusieurs mois de négociations, la DGI a accepté de recouvrer les créances FONER auprès des partenaires insolvables. Le montant signalé jusqu'à présent est de l'ordre de plus de 30 millions de dollars américains. C'est ainsi que le DG Sélé Yalangouli a approuvé et a posé sa signature au bas du document pour le compte de la DGI et le DG Fulgence Bamaros Lobota pour le FONER. C'est une façon pour la DGI de soutenir le vaste programme du chef de l'État, Joseph Kabila, en aidant FONER à recouvrer les fonds nécessaires pour l'entretien routier dans notre pays. Les deux institutions du reste public, le FONER et la Direction générale des impôts, ont convenu de conjuguer leurs efforts pour permettre effectivement au FONER de recouvrer ce qui est dû pour permettre de continuer de faire le travail qu'il fait et qui est tout à fait appréciable par l'ensemble de la population congolaise. Si la DGDA recouvre les recettes FONER auprès des pétroliers, la DGI, elle, se charge d'aller auprès des partenaires insolvables pour permettre au FONER de mobiliser davantage de moyens financiers conséquents pour entretenir les réseaux routiers en République démocratique du Congo. Son directeur général s'en réjouit. Nous étions obligés d'approcher à force coercitive de mobilisation des ressources dans les recouvrements pour nous accompagner dans ce travail noble et tâche de financer l'entretien routier. Les deux parties ont pris l'engagement de travailler en synergie pour mobiliser des fonds nécessaires devant contribuer au développement de la RDC avec un réseau routier approprié afin de voir la population circuler paisiblement et d'évacuer les produits vivriers vers les centres de négoce et manufacturés vers l'arrière-pays.
Et puis, sachez qu'une délégation du comité d'orientation de la réforme des finances publiques OREF séjourne depuis le jeudi 26 avril 2018 à Goma dans le Nord Kivu pour une mission d'évaluation à mi-parcours du projet Profit Congo. Objectif de la mission, évaluer l'impact du projet dans cette partie du territoire national auprès des bénéficiaires directs qui sont les acteurs étatiques, les membres de la société civile et la population. Les détails dans ces reportages de nos envoyés spéciaux à Goma, Michel Wangilokwa et Céline Bumba Angelani, rendus par Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga. Après évaluation, il a été clairement indiqué que le projet Profit Congo a participé à l'amélioration de la gouvernance dans cette partie du pays, plus particulièrement dans les finances publiques. Grâce aux acquis du projet, les recettes internes de la province ont sensiblement augmenté, ce qui a permis au gouvernement provincial de financer sur fonds propres des projets prioritaires dans les secteurs pro-pauvres comme l'éducation, avec notamment la construction de l'école du cinquantenaire, une école d'élite qui dispose des laboratoires pour les options techniques. D'ailleurs, le dernier lauréat à la dernière édition des examens d'État a obtenu 60%. Dans le domaine de la santé, le projet s'est illustré dans la construction de cet hôpital doté d'un centre de dialyse, sans oublier la réhabilitation de quelques kilomètres de routes par le gouvernement provincial. Bref, aussi bien les autorités provinciales, la société civile que la population, tout le monde est unanime pour reconnaître l'impact positif du projet Profit Congo dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Signalons que Profit Congo est un projet exécuté par le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, sous la coordination de Godefroy Misenga. Autre chose à présent, nouvelle hausse des prix du carburant en RDC, c'est la troisième révision du prix à la pompe depuis le début de l'année et la deuxième en un mois. Selon la nouvelle structure des prix adoptée depuis le 22 avril dernier par le ministère de l'économie en concertation avec les opérateurs pétroliers, le prix du litre d'essence passe de 1890 à 1980 francs congolais et celui du gasoil de 1880 à 1970 francs congolais, soit une augmentation de 90 francs congolais. D'après Joseph Kapika, ministre de l'économie nationale, cette augmentation qui s'est faite à 3 paliers est justifiée notamment par la hausse du prix du baril sur le marché mondial, celle du prix moyen frontière commerciale et l'écart du taux appliqué dans la structure des prix du carburant en RDC avec la réalité du marché de change. Il s'agit quand même d'une augmentation de 4,76% qui, selon les observateurs, a déjà une influence sur le prix de la course à Kinshasa. Si certains conducteurs se sont imposés en augmentant la course de 500 à 700 francs, 800 voire 1000 francs congolais selon la destination. D'autres par contre ont opté purement et simplement pour les demi-terrains qui s'avèrent très avantageux. Au lieu de 500 francs pour une course de boulevard au rond-point Victoire, le client doit s'attendre à débourser 1000 francs à raison de 500 francs du boulevard du 30 juin au rond-point Willery et 500 francs de plus pour le rond-point Willery jusqu'à la Victoire. Selon certaines informations en notre possession, 40% de produits pétroliers vendus dans les stations-service en RDC seraient importés en contrebande, passés par les dispositifs de marquage moléculaire, ce qui constitue une tricherie lorsqu'on sait que ces produits seront vendus au prix officiel. Pays à vocation minière, la République démocratique du Congo regorge d'importants gisements pétrolifères découverts dans plusieurs coins de la République, pouvant faire de notre pays un des grands producteurs du pétrole dans le monde. Regardez. Avec une production d'à peine 30 000 barils le jour, la République démocratique du Congo est un tout petit producteur de pétrole comparativement à ses voisins comme l'Angola,
qui a atteint le 1 856 000 barils par jour en 2015 d'après le site maize.mouissi.com et le Congo-Brazzaville qui est à 250 000 barils par jour et projette d'atteindre les 300 000 barils par jour en 2018 selon le ministre congolais des hydrocarbures. Selon certains experts, cet écart de production serait le fait de l'étroitesse de la côte occidentale du Congo démocratique. Hypothèse rejetée par de nombreux observateurs qui soutiennent que la RDC partage la même nappe pétrolifère avec ses voisins. De ce fait, elle aurait le potentiel nécessaire capable de rivaliser avec l'Angola et la République du Congo. Néanmoins, plusieurs études scientifiques menées par des chercheurs certifient la présence de gisements du pétrole dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Certains iront même très loin, jusqu'à estimer qu'il y a du pétrole dans 24 provinces sur les 26 que compte le pays. Des estimations rejetées aussi par quelques corps scientifiques. Du pétrole, il y en aurait en quantité industrielle dans la cuvette centrale, une zone extrêmement riche en flore et en faune, de surcroît très stratégique dans l'équilibre de l'écosystème du monde grâce à la présence de tourbières. L'exploitation du pétrole dans cette région risque d'accélérer les effets néfastes dus au réchauffement climatique une fois que ces gaz contenus dans ces tourbières s'échappent dans l'atmosphère. Au niveau du parc national des Virunga dans la province du Nord Kivu, des indices certifiant la présence de l'or noir sont également signalés. Mais ce patrimoine mondial de l'humanité est une aire protégée qu'on doit absolument préserver. Selon des écologistes et défenseurs de la nature, une exploitation industrielle du pétrole à l'intérieur de ce parc le plus vieux et le plus grand d'Afrique va irréfutablement mettre en péril l'avenir de cette richesse éternelle et de la biodiversité qu'elle détient. Toujours dans l'est de la République, d'importants gisements pétrolifères sont identifiés dans les Graben albertines. Nous sommes au Nord Kivu et en Ituri, à la frontière avec l'Ouganda. Des grandes multinationales y sont très intéressées, à l'instar du groupe français Total et autres éventuels investisseurs. À cet effet, la RDC peut être considérée comme futur pays grand producteur de l'or noir vu le potentiel existant, pourvu qu'il soit exploité à bon escient et que les retombées économiques apportent réellement la prospérité aux populations. Voilà, la plupart des pays producteurs de l'or noir sont extrêmement riches. Si le cuivre, le cobalt, le coltan, les zinc, l'or, les diamants et autres matières précieuses jusqu'ici n'ont pas profité à la RDC en contribuant au bonheur de ces populations. Espérons peut-être qu'avec l'exploitation à bon escient du pétrole, le Congo-Kinshasa se rangera du côté des pays le plus riche du monde avec une population dominée par la classe moyenne dans le but de braver cette misère dans laquelle croupissent certaines couches de la population congolaise. C'est pour nous l'occasion surtout de vulgariser les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État encadrés par la DGRAD dans le domaine des hydrocarbures. Les hydrocarbures, un secteur porteur de croissance en RD Congo, et contribue efficacement au budget du gouvernement grâce aux recettes fiscales et non fiscales de l'État. Et c'est la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations de GERAD qui a qualité d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État en se référant à l'ordonnance loi du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Il s'agit notamment des droits, taxes et redevances ci-après. Droits de vente des rapports, cartes géologiques et des résultats des recherches géologiques et pétrolières. Redevances sur superficialité, sur permis d'exploration et sur concession. Bonus de signature des conventions pétrolières d'exploration-production. Bonus de renouvellement du permis d'exploration. Bonus de renouvellement de la concession. Bonus de production. Bonus de signature des conventions de pipeline. Bonus de signature d'une convention d'implantation d'une raffinerie ou d'une industrie pétrochimique. Bonus de signature des contrats de fourniture du pétrole brut. Bonus de renouvellement des contrats de fourniture du pétrole brut. Bonus de signature des contrats de fourniture des produits pétroliers. Bonus de renouvellement des contrats de fourniture des produits pétroliers. Il s'agit également de bonus de signature des contrats de fourniture des huiles de base. Bonus de renouvellement
des contrats de fourniture des huiles de base, des royalties, marges distribuables, taxes sur l'autorisation d'importation et de commercialisation des produits pétroliers et de bitume, taxes sur l'autorisation de stockage des produits pétroliers et bitume, amende pour la non-exécution des programmes, entre parenthèses, puits d'exploration, 1 km de sismique offshore, 1 km de sismique onshore, et enfin, des amendes transactionnelles. Avec l'implosion de la demande en cobalt, cuivre, coltan qui entre dans la fabrication de voitures électriques, la RDC qui regorge de réserves importantes de ces minéraux se trouve au cœur des enjeux mondiaux de la transition énergétique en cours. Du coup, notre pays peut tirer profit de cette embellie minière à condition qu'elle assure une application rigoureuse du nouveau code minier et une bonne utilisation des ressources humaines, explique Léonide Moupépé, ingénieur civil métallurgiste et de mines, dans une interview accordée à Jérôme Sekana-Penepapa dans le cadre du magazine RDC Mines produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Fabien Lobulo Bakayak. Donc, parmi les grandes orientations que le monde a prises, c'est notamment avoir une planète plus propre. Et plus propre, ça signifie qu'avec moins d'émissions gazeuses. Propres et renouvelables. Exactement. Et l'une de ces sources d'énergie propre, ça serait aujourd'hui le véhicule électrique. Aujourd'hui, nous avons un peu plus que 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Quand je dis électrique, c'est 100% électrique, c'est-à-dire vous avez un moteur électrique qui est alimenté par une batterie. Quand c'est 100% cobalt, c'est la meilleure batterie qui a les meilleures performances. Longue longévité, au taux de chargement réduit, etc. Donc voilà un peu le... Et c'est ça qui fait bondir le prix. C'est ça qui fait bondir le prix du cobalt. Parce qu'on doit abandonner les énergies fossiles pour recourir à des batteries, mais de quelles batteries qui utilisent maintenant les cobalts. Exactement. Le fait que le cobalt est un métal quand même assez cher, fait qu'on essaie de limiter son utilisation dans la batterie. Le cobalt à 100%. Donc, le cobalt à 100%, vous trouvez ça dans toutes les toutes petites piles de vos montres, de vos téléphones, de votre laptop. Nous avons 2 millions de tonnes en réserve. Mais en réalité, nous sommes à 6 millions de tonnes de réserve et certifiées. Aujourd'hui, nous produisons 100 000 tonnes. La demande aujourd'hui est de 100 000 tonnes par an. Mais déjà en 2020, nous serons à peu près à 120, 150 000 tonnes. Et à 2030, nous aurons déjà un parc mondial de véhicules électriques qui aura atteint les 50 millions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à, je vous ai parlé de 2 millions hybrides et électriques, mais dans les 2 millions hybrides et électriques, il y a électrique 100%, c'est 1 million à ce jour. Aujourd'hui, 100 millions de véhicules, 100% électriques, je vais dire 1 million de véhicules qui circulent dans le monde, 100% électriques. Mais en 2030, nous aurons dépassé les 50 millions. Et quand nous aurons dépassé les 50 millions, la demande en cobalt sera déjà à 400 000 tonnes de cobalt par an. Donc la demande passera déjà de 100 000 tonnes aujourd'hui à 400 000 tonnes. Alors que le nombre de véhicules n'est pas que de 1 million à 50 millions. Le parc automobile mondial actuel est de 1 milliard. Les véhicules en circulation. Oui, les véhicules en circulation. Et en l'an 2040, il y aura à peu près 2 milliards de véhicules. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard 200, 1 milliard 300. En 2040, ce sera 2 milliards. Et sur les 2 milliards, on pense, par rapport aux politiques qui encouragent les politiques des différents gouvernements, comme l'Allemagne. Pour l'Allemagne, déjà, en 2030, il n'y aura plus de véhicules avec moteur à combustion. Le Pays-Bas, je crois, c'est déjà en 2025. Et des entreprises comme Volvo ne fabriqueront
plus déjà des véhicules à combustion à partir de l'année prochaine. Et même VW, je crois, à partir de 2020, ne va plus fabriquer des véhicules avec moteur à combustion. Donc voyez-vous que ça va très très vite. Et par rapport à ça, donc la demande mondiale est en train d'exploser. Donc en 2040, il y aura à peu près 1 milliard de véhicules électriques sur les 2 milliards de véhicules qui seront en circulation. La moitié donc sera électrique. Et en 2050, tous les véhicules à moteur à combustion, nous ne serons plus là, seront nos enfants, mais ça aura déjà disparu. Oui, oui. Mais ça peut venir beaucoup plus tôt, parce que par rapport à ces politiques qui encouragent, qui est en faveur du développement du véhicule électrique, nous avons parlé de l'Allemagne qui est en pointe avec le Pays-Bas et le Danemark. Parce que les Danemark, je crois que eux, ce sera déjà en 2020 qu'ils vont... déjà acté 2025, dans leur législation, dans leur constitution même. Oui, il y a en 2025 déjà, c'était une disposition qui était encore au niveau de leur Parlement. Je crois que... C'est déjà adopté. Oui, je pense que c'est déjà adopté. J'espère que nos dirigeants qui vont suivre cette émission vont essayer de voir comment nous prévenir de tout cela en ayant des législations aussi, parce que j'ai vu par exemple un pays comme l'Inde s'est dit déjà en 2030, il ne faut pas que... donc déjà en 2030 en Inde, je crois qu'il n'y aura plus de véhicules. Donc il ne faut pas croire que les pays émergents sont en reste. La Chine aujourd'hui a sorti une législation qui fait en sorte que chaque constructeur automobile est obligé de produire au moins 10% de véhicules électriques à ce jour. Place à présent aux nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 28 avril 2018. Les cours de la majorité des matières premières sont dans le rouge. Le baril du pétrole sur le marché de Londres, qui a atteint la barre de 64,44 $, est en baisse de 0,41% contre 68 $ le même baril sur le marché américain, en baisse lui aussi de 0,18%. La même dégringolade se poursuit du côté produits miniers, dont la tonne du cuivre s'est négociée à 6 928,50 $ américains, soit une baisse de 0,60%. La tonne du cobalt, quant à elle, a baissé de 3,01%, se vendant à 88 500 points. L'once d'or a coûté 1320,30 $ américains, en baisse de 0,17%. Enfin, pour les céréales, la tonne du maïs a coûté 990 $ américains, en hausse de 0,91%. Celle du riz a baissé de 1,91%, se négociant à 12,86 $ américains, et celle du blé à 495 $ américains, soit une hausse de 1,17%. Femmes du Fonds de promotion de l'industrie et la nouvelle vision managériale basée sur les principes de participation, responsabilité et redevabilité, c'est le thème au centre d'une journée de réflexion organisée par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'était le jeudi 26 avril 2018 au Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe, en présence des autorités du Fonds de promotion de l'industrie Philo Choleba Peke, Peter Loma-Jessa Okoma. Reportage. C'est la 4e journée du genre axée sur le thème Femmes du FPI et la nouvelle vision managériale basée sur les principes de la participation, la responsabilité et la redevabilité. Les sujets abordés ont poussé l'agente féminine du FPI à mieux jouer son rôle, chaque femme étant à son poste. Au cours de cette rencontre, les participantes ont bénéficié de notions liées aux droits juridiques de l'agent féminin, au leadership féminin en milieu du travail, à l'alimentation équilibrée. Dans son adresse, Fifi Mobé, chargée du budget et point focal gender au FPI, a conscientisé ses collègues pour un plus grand sens des responsabilités, pour une appropriation de la vision managériale et la défense de leurs droits au sein de l'établissement. L'implication de la Direction générale pour un partenariat
au soutien de l'émergence de l'entrepreneuriat de femmes, honore et encourage les femmes de l'institution à croire à une prise en compte singulière de leurs problèmes, pour ne pas dire préoccupations, car en bon père de famille, on est censé obligatoirement mieux s'occuper des siens avant de faire mieux pour les autres. Autant que la direction générale tient à favoriser les femmes dans l'entrepreneuriat, nous, femmes qui travaillons au sein du FPI, osons croire qu'elle aura aussi une attention soutenue à notre regard et pourra, les cas échéants, penser à une discrimination positive en permettant à la femme du FPI de bénéficier du grade honorifique pendant 2 ans avant sa mise en retraite, et ce, dans le but de restreindre l'écart et de compenser tant soit peu le préjudice que cette dernière a subi dans son parcours professionnel, partant du plafond de verre au labyrinthe. Ce qui ne pourra que encourager les autres femmes à mieux se donner et aussi compenser celle qui prend sa retraite. Le directeur des ressources humaines, Marie Perpétue Zafula, a quant à elle fait savoir les FPI, selon la nouvelle vision, attend l'implication de tous et compte surtout sur les femmes pour relancer les secteurs de l'industrie congolaise. Les femmes du FPI doivent bannir la paresse, le découragement et la zizanie, mais plutôt mettre en pratique les 5 valeurs du FPI qui sont le professionnalisme, la créativité, le sens d'éthique, le réalisme ainsi que la détermination, car il a été prouvé que les femmes sont capables d'exécuter toutes les tâches que peuvent effectuer les hommes. L'heure n'est plus à la distraction, mais au travail et à la méritocratie. Chacune de nous doit désormais réfléchir chaque jour sur sa contribution à la fin de ce objectif clairement défini. Les défis qui nous attendent sont des tailles. Voilà pourquoi nous devons tous unifier nos efforts. Le directeur général du FPI, Patrice Kitebiki-Bonvoul, qui a ouvert cette journée, a exhorté les femmes à donner les meilleurs d'elles-mêmes pour l'accomplissement et la réussite de cette nouvelle vision axée sur la participation, la responsabilité et la redevabilité. C'était pour nous une occasion de sensibilisation, de faire de la pédagogie pour insister sur la nécessité pour les femmes de s'engager d'abord et avant tout comme agents à part entière. Et donc, la femme au sein du FPI n'est pas un agent de seconde zone. Elle a exactement les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations. Et nous avons parlé des questions concernant la promotion des femmes, la formation des femmes, la mise à la retraite des femmes, donc un certain nombre de sujets qui les intéressaient de manière particulière et auxquels on a dû apporter des réponses. Mais en même temps, nous en avons profité pour aussi passer des messages sur la nécessité pour les femmes de s'imprégner des nouvelles valeurs, d'être professionnelles, de ne pas se laisser aller à la timidité, à la peur, et d'avoir du leadership dans le travail qu'elles font, aussi bien pour la mobilisation de la taxe que pour la sélection des risques, que pour le recouvrement de prêts. La femme est un agent à part entière qui participe avec les mêmes droits, les mêmes obligations et à qui s'ouvrent les mêmes avantages. Occasion pour le comité gender du FPI de remettre les cadeaux aux femmes retraitées, au directeur général du FPI et son adjoint, ainsi qu'à tous les participants à cette cérémonie. Il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui se donnent au travail. À des fois, elles sont découragées, mais avec la ténacité, avec la persévérance, elles peuvent réussir et gravir les échelons, arriver. Vous avez vu, il y a eu des femmes qui ont été promues comme directeur, adjoint au directeur, et il y a eu une dame aussi qui a été envoyée comme chef d'agence. Donc c'est pour conscientiser toutes les autres femmes, n'est-ce pas, à aider à ce que l'entreprise puisse aller de l'avant. Les FPI comptent 173 femmes
sur 581 agents, ce qui représente 29% de l'ensemble de l'effectif de cette institution financière. Signalons que dans le cadre de la professionnalisation et de la sécurisation des interventions du FPI et en marge de son budget triennal 2018-2020, le Fonds de promotion de l'industrie prend en compte les programmes d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Il prévoit également l'implantation des start-up et d'un centre d'excellence pour la création et la promotion des emplois des jeunes ainsi que l'entrepreneuriat féminin, avec comme ambition apporter à ces derniers un appui financier d'environ 15% des ressources des financements. Ainsi, les femmes du FPI ont à s'impliquer dans cette nouvelle vision managériale qui considère la femme comme un acteur à part entière pour le développement industriel de la... Et puis le FPI est résolument engagé à soutenir les startups en mettant en place des incubateurs de projets. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à vous expliquer c'est quoi le mot startup. Suivez. Startup veut dire en anglais jeune pousse ou société qui démarre. Une startup est une entreprise innovante, généralement à la recherche d'importantes levées de fonds, d'investissement, avec un très fort potentiel de croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur future. Au départ, il s'agit d'une entreprise très risquée car sa phase de recherche et de développement de produits innovants, de tests d'idées, de validation de technologies ou de modèles économiques, business model, est plus longue avant sa phase commerciale. Et son taux de risque d'échec est très supérieur à celui d'autres entreprises, de par son caractère novateur, sa petite taille et son manque de visibilité. On peut ainsi dire que start-up est un terme anglo-saxon venu des États-Unis. La start-up désigne une entreprise nouvelle qui se caractérise principalement par un fort potentiel de croissance, une levée de fonds dans la plupart des situations, une phase expérimentale avant son lancement sur le marché, un risque d'échec élevé de par la taille réduite de l'entreprise à sa création, une implantation dans un secteur d'activité innovant. La start-up se différencie de l'entreprise classique ou ordinaire. Ce n'est ni l'âge, ni la taille, ni le secteur d'activité qui font de l'entreprise une start-up, mais bien la perspective d'une forte croissance, l'usage de technologies nouvelles et le besoin de financement massif par des levées de fonds. La start-up se développe ou évolue dans un climat de forte incertitude. Elle est aussi un état temporaire de l'entreprise, dans ce sens qu'au terme de sa phase de recherche, la start-up cesse d'être start-up. L'importance des start-up a été surtout remarquée dans les années 1920 à la bourse de Wall Street, dans le secteur de la radio, où des opérateurs voulaient profiter des progrès technologiques de l'époque. Aujourd'hui, on ne compte plus des grosses entreprises qui sont passées par l'étape de start-up. Ford, Bugatti, HP, Apple, Google, Microsoft, Uber, etc. Faisons un tour d'horizon des principaux marchés de la ville de Kinshasa pour avoir une idée sur les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation au samedi 28 avril 2018. Le constat est de la spécialiste en la matière, Philo Cholet. Bapik. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation dans les principaux grands marchés de Kinshasa. Concernant le poisson chinchard, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 18 plus 30 kg a connu une hausse. Il est passé de 82 500 francs congolais à 84 000 francs congolais. Baisse par contre au marché central où le prix est passé de 87 200 francs congolais à 87 000 francs congolais. Hausse au marché Zigida où l'étiquette affiche 84 800 francs congolais contre 84 000 francs congolais il y a peu. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 83 450 francs congolais. Pour le sucre, au marché de la Liberté, un sachet de 50 kg se vend actuellement à 72 500 francs congolais et un sachet de 5 kg revient à 7 200 francs congolais. Au marché central, ce même sac est resté stable à 70 000 francs congolais et un sachet de 5 kg coûte actuellement 7 250 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 71 500 francs congolais pendant que le sachet se vend à 7 300 francs congolais. Au marché Gambela, il se vend à 71 000 francs congolais. Du côté des rayons de riz, le sac de 50 kg est resté inchangé d'une semaine à l'autre à 61 500 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le sac de riz a connu une baisse. Il est passé de 64 860 francs congolais à 62 650 francs congolais. De 64 300 francs congolais à 65 000 francs congolais au marché Zigida. Et enfin au marché Gambela, le prix est resté stable à 64 400 francs congolais. Concernant le produit sec,
Le manioc en provenance de Massimanimba, dont l'ex-Bandondo, est resté stable à 65 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le sac de manioc moyen a coûté 68 000 francs congolais. Au marché Zigida, les sacs de conseil de manioc de l'Issala s'est vendu à 66 000 francs congolais et 63 000 francs congolais au marché Gambela pour les sacs de manioc du Congo central. Bouclons ce tour d'horizon de prix avec la viande. Un carton TS 20 kg a coûté 181 000 francs congolais au marché de la Liberté, 179 000 francs congolais au marché central, 182 000 francs congolais au marché Zigida et 177 000 francs congolais au marché Gambela. Tels sont les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation observés ce samedi 28 avril 2018 sur le principal marché de Kinshasa, la capitale de la RDC. En marge justement de cette évolution des prix sur les marchés, l'Institut national de la statistique INES publie, comme vous le savez, les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire. Muriel Makiese-Loutina nous fournit ici cet indice au cours de la semaine du 23 au 28 avril 2018. L'inflation hebdomadaire du 23 au 28 avril 2018 est de 0,145% au niveau national et 0,116% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,704% au niveau national et 4,097% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 11,767% au niveau national et 13,068% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 46,961% au niveau national et 44,089% à Kinshasa. À fin avril 2018, l'inflation est de 0,730% au niveau national et 0,433% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse du carburant, des services de transport, des poissons salés et fumés et des services de restauration. Sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 27 avril 2018 un dollar américain à 1618,31 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1959,73 francs congolais, un franc CFA à 2,9 francs congolais. Pendant qu'au samedi 28 avril 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais, le billet vert dans la plupart des communes de la capitale, avec un pic de 1636 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement en Bandaka, dans la province de l'Équateur, la devise américaine s'est négociée à 1622 francs congolais et 1625 francs congolais à Bouendé, dans la province de la Chuapa. À Kolwezi, dans le Lualaba, la monnaie du pays de l'oncle Sam s'obtenait à 1630 francs congolais, 1632 francs congolais à Bunia, dans l'Ituri, à Kikwit, dans le Kwilu, un dollar américain valait 1630 francs congolais. En Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le roi dollar pouvait s'obtenir à 1630 francs congolais. Enfin, à l'intérieur du pays, le pic du taux a été observé à Isang, dans la province de la Chopo, où le dollar américain s'est négocié à 1635 francs congolais. Avant de boucler cette émission, je vous propose de découvrir, si vous n'avez pas pu lire la presse au cours de cette semaine qui vient de s'achever, le sujet développé par les Chevaliers de la Plume, c'est à travers la revue de presse hebdomadaire, spécialement en matière de Covid et de développement, dans une sélection et commentaires de Priska Sekana Kinzondi. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec la prospérité qui titre en sa manchette « Amélioration du climat des affaires, doing business, des perspectives prometteuses pour la RDC ». Selon la consoeur, c'est un pas décisif pour la RDC dans les secteurs du climat des affaires. Après avoir travaillé d'arrache-pied pour améliorer sa cotation dans le prochain classement Doing Business 2019, le gouvernement a remis officiellement par les billets du ministre d'État en charge du plan, Modeste Bahati Lukwebo, les résultats de réformes auprès du directeur des opérations de la Banque mondiale.
Au journal de poursuivre que 8 indicateurs sur le dit constituent le socle de l'évaluation du rapport Doing Business ont été ciblés par la mise en œuvre de réformes par la RDC. L'objectif principal du rapport Doing Business est d'encourager des réformes pour appuyer le développement et la croissance de PME qui sont en effet les plus grandes sources de création d'emplois. Par ailleurs, la consoeur Tempête de Tropique explique que le réajustement du prix du carburant entamé au début de l'année par le gouvernement via son ministère de l'économie nationale après les échanges engagés avec les pétroliers distributeurs dans le pays doit atteindre 400 francs congolais par rapport au prix du départ du mois de janvier 2018 qui était de 1410 francs congolais pour l'essence. Ainsi précise la consoeur que le litre pourra être vendu à 2120 francs congolais alors que celui du gasoil sera de 2210 francs congolais pour atteindre l'objectif fixé par le pétrolier si jamais la monnaie nationale reste stable. Bouclons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec le journal Elaïs Hebdo qui s'interroge sur la production d'huile de palme en RDC. Feronia peut encore revenir. Selon le journal longtemps en difficulté, malgré un projet plein de promesses, le groupe canadien arrivé dans le pays en 2009 devrait réaliser ce premier bénéfice cette année. Grâce à ses 17 000 hectares replantés et à ses usines rénovées, son chiffre d'affaires n'a cessé de croître ces dernières années. Il était de 16,5 millions de dollars américains en 2016 et aurait dépassé 20 millions de dollars américains en 2017, selon un chiffre encore confidentiel. Cependant, note le journal, il pourrait se stabiliser autour de 50 millions de dollars américains à partir de 2020. Et d'ici peu, la dette accumulée par Feronia ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Merci aussi à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je pense à Fanfan Makitou Doma et Myriel Makiese Loutina. Excellente suite de programme en compagnie de cette chaîne.